Donc bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle visio Retex proposée par l'Agora des responsables du risque client et du recouvrement. Tout d'abord, un grand merci à nos partenaires, à nos friendly partenaires en particulier que sont Qualco et Cabot, nos partenaires institutionnels que sont la FIGEC et la LNHJ, ainsi que nos partenaires médias que sont Agora Média et Option Finance. Ce soir, pendant 1 heure avec nous, vous pourrez poser toutes vos questions à nos 3 invités d'honneur. Il sera question de recouvrement et de risque client à l'ère de l'intelligence artificielle. Et nous nous demanderons surtout dans quelle mesure cette fameuse IA transforme vos métiers. Et pour débattre de ce sujet technique, prospectif, incontournable, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités d'honneur qui nous permettent de couvrir le champ des possibles permis par l'IA. Donc Agora Manager a l'immense plaisir d'accueillir tout d'abord à ma gauche César Paiva, chairman chez Cabot Financial France, mais aussi conseiller notamment pour Qualco. Bonsoir César. Bonsoir. À ma droite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Xavier Badiche, dirigeant de Blitz. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Et enfin à distance, Christophe Grave, membre du conseil de surveillance chez GAC Sofinco et ex-membre du COMEX de Crédit Agricole Consumer France, nous fait le plaisir de partager 1 heure avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par un petit tour de table. César, si vous voulez bien un peu présenter d'abord Cabot et Qualco pour comprendre quel sera votre degré d'expertise ce soir. Volontiers. Cabot France est la filiale française du leader mondial du recouvrement de crédit et de gestion de crédit, qui est la société américaine Encore Management, domiciliée à San Diego et cotée au Nasdaq. Et nous cherchons en France à nous différencier sur 3 piliers principaux. D'une part, l'excellence en matière de conformité. Ensuite, l'excellence en matière d'expérience client. Et puis enfin, l'utilisation et l'optimisation de la data science, ce qui est en lien direct avec notre thème d'aujourd'hui. Très bien. Xavier Badiche, donc dirigeant de Blitz. C'est quoi Blitz en quelques mots? Alors Blitz, on a 2 activités qui sont au cœur du sujet. La première, c'est l'octroi de facilités de paiement en temps réel, donc essentiellement pour la grande distribution. Et le deuxième, c'est l'optimisation des opérations de recouvrement pour nos clients de la grande distribution, mais également pour d'autres clients de recouvrement, par exemple. Et donc dans ces 2 cas, on est basé sur l'intelligence artificielle et plus spécifiquement sur du machine learning. Et on fait ça depuis 2008, donc on a une grande expérience du sujet. Oui, 12 ans en IA, c'est plutôt vieux. Alors oui, c'est plutôt vieux, mais c'était des modèles très simples qui se sont sophistiqués avec le temps. En fait. Très bien. Et Christophe, en quelques mots, si vous pouvez un peu préciser quelle sera la teneur de votre retour d'expérience, ce qui permettra un peu de comprendre vraiment cette table ronde ce soir. D'abord, peut-être juste rappeler CSF, je pense que probablement la plupart d'entre vous connaissent, mais juste pour dire un mot, c'est la filiale Crédit à la consommation du groupe Crédit Agricole, donc qui est présent à peu près sur tous les segments du métier du crédit à la consommation, crédit sur lieu de vente, circuit court, c'est-à-dire vente directe, partenariat distribution, partenariat automobile, partenariat avec les banques aussi. Voilà, et CSF est présent dans 17 pays européens. Et gère 92 milliards d'euros d'encours. Alors, moi, dans les métiers du crédit à la consommation, ça fait longtemps qu'on a une approche qui repose sur des modèles. Alors, dans le crédit, bien sûr, et c'était le cœur de l'acceptation de l'octroi, dans le marketing également. Et donc, de façon assez naturelle, on est passé à l'utilisation des nouvelles méthodes, nouveaux algorithmes, nouvelles données aussi. Et ça a fait l'objet d'un projet structuré chez SSF sur lequel j'aurai l'occasion de revenir donc un peu plus tard dans la discussion. Merci Christophe pour cette contextualisation. Merci messieurs pour ce premier tour de table. Alors si on doit contextualiser aujourd'hui le recours à l'IA au sein des métiers du recouvrement, pour vous, quel est un peu le niveau de maturité des entreprises françaises sur le sujet? César, votre avis? Globalement, on est malheureusement plutôt en retard, notamment par rapport au métier du consumer finance, mais y compris par rapport à d'autres métiers des services financiers, alors que dans le recouvrement, la
data science et l'intelligence artificielle deviennent de plus en plus déterminantes. Et notamment avec l'impact prévisible de la crise Covid-19, où on considère qu'il y aura une augmentation, une accélération de la tendance qui existait déjà avant la crise vers un marché de plus en plus porteur, donc une augmentation des volumes. Et pour faire face à cette augmentation des volumes, il faut augmenter la productivité des équipes de recouvrement. Et dans ce contexte-là, les techniques d'intelligence artificielle, l'utilisation de la donnée, sont de plus en plus critiques. Xavier, vous partagez le même avis? Exactement, oui. Je pense qu'on démarre en fait dans le recouvrement. Je pense que ça démarre en fait juste pour ce que j'en connais en tout cas. Donc nous, le secteur qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les petites créances en très fort volume, parce que je pense que c'est là où il y a le plus de potentiel. Parce que forcément, dès qu'on parle de dettes de l'ordre de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros, on peut faire du travail manuel et ça se justifie pleinement. Dès qu'on arrive à des dettes de l'ordre de milliers d'euros ou en dessous, automatiquement, n'importe quelle opération coûte. Et donc, c'est très important d'automatiser et d'avoir des process très automatiques. Très bien. Christophe, est-ce que vous êtes passé pour un ovni quand vous avez décidé chez CACF d'implémenter un projet d'IA? Non, enfin, ce que je dirais, c'est que, comme j'expliquais, on est dans un contexte, un environnement qui utilise les modélisations, les données depuis très longtemps. Et donc, dans les métiers, c'était assez naturel d'embrayer et de passer donc, à cette nouvelle génération, si on veut, de technologique. En revanche, c'est vrai qu'auprès des directions générales, c'était peut-être un peu moins évident quand même, puisque après tout ce qu'on utilisait, ça marchait quand même pas mal. Et donc il faut y avoir la question, pourquoi il y a besoin de réinvestir, pourquoi il y a besoin de recruter de nouvelles compétences, pourquoi il faut acheter de nouveaux outils. Voilà, donc dans les métiers, je pense qu'il y avait une appétence assez naturelle, mais c'était plus après, peut-être au niveau des directions générales, qu'il y a eu un travail, un effort de conviction à faire pour convaincre de l'intérêt, de l'utilité d'investir dans ces nouvelles approches. D'accord, donc c'était le sponsor en interne, quoi, un peu l'achoppement à l'époque. Si on prend un regard historique, moi ce que je pense, c'est qu'en fait, il n'y a pas de discontinuité entre ce qu'on faisait avant l'IA et l'IA. En fait, vous faites de l'IA assez vite. En fait, vous faites une régression, enfin, vous tracez une droite, vous faites une sorte d'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas vraiment ce qui en est et ce qui en est pas. En fait, c'est juste une continuité. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où vous modélisez, c'est naturel d'utiliser des outils plus modernes. Il n'y a pas de discontinuité. Il n'y a pas de discontinuité, en fait. Et finalement, quel grand projet vous adressez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une récurrence sur les sujets? Est-ce qu'il y a vraiment des must-have dans l'IA que vous adressez aujourd'hui, Xavier? Alors, nous, la nouveauté, il y a plusieurs nouveautés. Il y en a une en particulier qu'on pousse beaucoup chez nos clients. C'est ce qu'on appelle des méthodes cost sensitive, c'est-à-dire en fait qui reposent vraiment sur une analyse des coûts et des gains, et donc avoir de l'IA qui donne vraiment des euros et on prend des décisions en fonction de du potentiel de gain, et on n'a plus des scores qui correspondent, qui ont une valeur, on va dire, qu'on ne peut pas toucher. C'est quelque chose qui correspond vraiment à des espérances de gain, et ça c'est relativement nouveau pour le coup dans ce qu'on propose. D'accord. Et chez vous, César, pardon? Dans les métiers de recouvrement, en fait, la modélisation des données sert essentiellement à deux choses. D'abord, on est dans un métier où on achète des portefeuilles des créances impayées pour ce qui est des sociétés de recouvrement. Et ceci est devenu un peu plus difficile à faire compte tenu de l'impact de la crise. Donc, la valorisation de ces portefeuilles fait appel à des techniques de modélisation assez sophistiquées. Et sur ce point, d'ailleurs, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être les sociétés de recouvrement sont même un petit peu en avance par rapport à d'autres secteurs de services financiers. Et l'autre grand domaine où on utilise donc la modélisation des données, c'est pour l'optimisation des opérations. Et donc, simplement, si vous avez, pour vous citer un exemple concret, qui est l'un de nos clients, et Xavier Badiche a été impliqué dans cette mission, si vous avez une équipe
de recouvrement d'une centaine de collaborateurs et en face, vous savez, un portefeuille de 3,5 millions de débiteurs, la question se pose, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait demain matin? Qui on appelle d'abord? Avec quels moyens de sollicitation? Avec quelle offre? Et ça nécessite en effet qu'on fasse une modélisation assez sophistiquée et même, en effet, avec des techniques relativement simples de régression linéaire, on obtient une augmentation significative de la productivité. Ça veut dire concrètement qu'en contactant, admettons, 75%, 15% pardon, du portefeuille, on parvient à atteindre 75% du potentiel d'encaissement. Si on utilise une méthode de régression non linéaire, probablement on passe de 75 à 85%, et ces 10 points d'augmentation constituent un impact très significatif sur la productivité. Vous voyez qu'il y a, du point de vue de l'optimisation de la performance, sur ce type de modèle, une contribution déterminante. Très bien. Christophe, on va rentrer un peu dans le cœur du réacteur de ce RETEX. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer le contexte de votre projet que vous avez mené au sein de Crédit Agricole Consumer France et expliquer un peu l'historique du projet en quelques mots? C'est Crédit Agricole Consumer Finance, puisque le groupe est présent dans plusieurs pays. Autant pour moi, Christophe. Alors, au démarrage, les premières initiatives, c'est autour des années 2014-2015. Et comme je le disais, c'est vraiment venu des métiers, les deux métiers, le marketing et le crédit. Le marketing, c'était à l'époque pour utiliser les parcours web pour optimiser les dépenses, les investissements commerciaux sur le web. Des travaux aussi pour prévoir les remboursements anticipés et les prévenir. Côté crédit, c'était la fraude principalement, je pense, qui fait l'objet de premiers travaux. Voilà, donc ça c'est l'initiative un peu non coordonnée 2014-2015. À l'époque, d'ailleurs, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on parlait de big data plutôt. Mais bon, tout ça, c'est un peu la même chose. Et en 2016, voilà, il y a eu un vrai changement de braquet dans le cadre de l'élaboration de du PMT de CACF, donc le PMT 2020, donc avec un horizon de 3-4 ans. Et donc on a décidé d'avoir une approche beaucoup plus structurée du développement de l'utilisation de la donnée, du machine learning, parce qu'on a fait le constat que l'approche purement opportuniste, où on essaye de développer un cas d'usage de façon un peu isolée, on pouvait rencontrer des difficultés, puis il ne permettrait pas, in fine, d'exploiter tout le potentiel de la donnée. Donc c'est ce qui nous a conduit à avoir une démarche plus structurée. Et donc on a organisé une espèce de feuille de route avec 5 volets. Le premier volet, on appelait ça la vision. Alors c'est un grand mot, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est de bien définir en amont pourquoi on se lance là-dedans, ce qu'on veut faire, comment on va créer de la valeur, dans quel métier. C'est important d'abord pour être certain qu'in fine, justement, il y ait vraiment de la valeur. C'est important aussi pour aligner les différentes fonctions et métiers qui sont impliqués dans ces projets. Donc il y a les métiers, mais il y a l'informatique, il peut y avoir des équipes de data management. Voilà, donc premier volet, la vision. Le second volet, c'était de travailler sur les outils, les infrastructures informatiques. Donc les outils sont des applications, je ne vais pas donner les noms, des solutions de marché, de gestion, d'analyse de données, de visualisation, des choix de langage, et puis la mise en place de 2 environnements, un environnement qu'on appelle Data Lake, donc de production, et un environnement qu'on appelle Data Lab de développement. Le troisième volet concernait tout ce qui tourne autour de l'analytique et de la gestion de données. Donc là, c'était plus de définir les méthodes, les normes, les organisations à mettre en place. Le quatrième volet, c'était de travailler un peu un écosystème. Alors à la fois avec, d'une part, des startups pour bénéficier de leur capacité d'innovation, et d'autre part de travailler aussi avec nos partenaires traditionnels
puisque dans le crédit à la consommation, on travaille notamment avec la grande distribution, on travaille avec des constructeurs automobiles, et de faire rentrer la donnée dans ces partenariats, c'est-à-dire d'échanger la donnée pour enrichir les processus, les offres. Et le 5e volet, c'est le volet des ressources humaines, des compétences, puisque bon, tout ça fait appel à des techniques alors, qui sont toujours évolutives, mais qui étaient nouvelles, et donc besoin d'acquérir ces compétences, donc soit en faisant des recrutements de certains profils experts, mais aussi et c'est important, hein, de former, parce qu'on a des équipes, comme je le disais, on a des équipes d'analystes quantitatifs depuis longtemps, et donc de former aussi les équipes internes, de leur faire acquérir les compétences pour qu'elles puissent également participer et mettre en œuvre ces nouvelles approches. Donc voilà quelle était la façon dont on a défini une espèce de feuille de route, oui, pour la période 2016-2019 en gros. Très bien, Christophe. Xavier, César, au niveau de la méthode, vous trouvez des points communs? C'est la même chose chez vous? Alors clairement, oui. Donc nous, quand on lance un projet de machine learning avec un client, on a typiquement 5 phases dans un projet. D'accord. Alors la première phase, on retrouve exactement ce que disait Christophe, c'est bien poser le problème et bien le formaliser et bien comprendre comment le client va utiliser la machine qu'on va produire. C'est-à-dire comment il va utiliser le score, comment il va l'intégrer à sa production, qu'est-ce qu'il en attend, et aussi bien poser le problème. Souvent, on s'aperçoit que les problèmes ne sont pas bien posés, en fait. Ils répondent il y a des dilemmes, souvent, dans les problèmes qui sont mal formulés, et donc il est important de bien les formuler. Vous pouvez donner un exemple concret, par exemple? Alors, je vous donne un exemple concret sur l'octroi pour la grande distribution, par exemple. L'octroi de crédit quand vous êtes commerçant, ça n'a pas grand-chose à voir à l'octroi de crédit quand vous êtes banquier. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez un dilemme entre 2 risques. Vous avez bien sûr le risque d'impayé d'un côté, si vous octroyez le crédit, mais si vous ne octroyez pas le crédit, vous avez un risque d'abandon de panier. Et donc, en fait, il faut bien prendre en compte ces 2 risques, et c'est l'équilibre entre ces 2 risques qui vous donne la marge maximale, en fait. Entre le parcours client et puis le risque. Exactement. Ça veut dire que si vous octroyez trop, vous allez avoir trop d'impayés, mais suffisamment de chiffre d'affaires. Vous n'octroyez pas assez, vous allez perdre du chiffre d'affaires et par contre, vous n'avez plus d'impayés. Et donc ça, c'est pas forcément bien formulé. Comprendre qu'en fait, on est en face de 2 risques. Et c'est souvent le cas pour à peu près tous les problèmes. En fait, il y a un dilemme qu'il faut résoudre et qu'il faut bien poser. Le deuxième point, la deuxième phase, c'est l'accès aux données. Alors c'est en particulier dans une visée où on veut passer en production. Donc il faut s'assurer que les données soient bien disponibles, correctement alimentées, correctement rafraîchies, parce qu'on va automatiquement se passer dans une vision dynamique des choses. Le troisième point, c'est troisième phase du projet, c'est identifier les variables qui font qu'on arrive à faire un calcul. Qu'est-ce qui compte pour le résultat? On appelle les features dans le jargon. Quatrième phase du projet, bien sûr, c'est la phase qui en fait est la plus courte en général, mais qui est c'est la phase où on va faire apprendre le modèle et le tester. Et enfin, la 5e phase, qui est en général la plus longue et la plus difficile, c'est automatiser et industrialiser. Voilà. Donc on va retrouver un peu, je pense, ce que disait Christophe. Très bien. Et vous, César? Moi, je me permettrais d'insister sur 3 dimensions qui ont été évoquées par Christophe, qui sont, dès mon point de vue, particulièrement importantes. D'une part, la dimension outils, la robustesse technique, la convivialité, l'adaptabilité des outils. Chez Cabot, nous travaillons avec Qualco depuis 6 ans et nous constatons à quel point il est indispensable que l'outil soit adapté pour pouvoir déployer les données de façon adéquate. Deuxième dimension, c'est celle que Christophe a appelée l'écosystème. On ne peut pas prétendre tout vouloir faire et tout bien faire. Et donc, il faut travailler en partenariat avec d'autres acteurs. Et en l'occurrence, nous travaillons avec la société Blitz en tant que facilitateur, accompagnateur et conseil externe. Et puis, troisième dimension qui me paraît aussi très importante, c'est celle des ressources humaines, puisqu'il est clair que si vous avez un codeur, un programmeur qui est dans les top 10, il est proportionnellement beaucoup plus efficace, même s'il coûte beaucoup plus cher, que quelqu'un qui est dans la moyenne. Donc, il ne faut pas hésiter à investir sur la ressource humaine.
Donc on a compris un peu les prérequis, la méthodologie. Maintenant, qu'est-ce que ça a été en termes de résultats, Christophe Grave, sur ce projet? Ça a donné quoi concrètement? Concrètement, ça a débouché donc sur des cas effectivement mis en production. Dans le domaine du crédit, puisque bon, ce projet couvrait toutes les fonctions de l'entreprise. Mais dans le domaine du crédit, ça a débouché sur 6 cas d'usage en production. Alors c'est peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on espérait. Hein. Je pense qu'on aurait souhaité arriver peut-être 10-12 cas. Mais en tout cas, on a quand même réussi à mettre ces 6 cas en production. Donc sur les 6, c'était une majorité de cas dans l'acceptation, un cas dans le recouvrement et un cas dans la prévention de la fraude. Voilà, alors dans l'acceptation, par exemple, un modèle avancé qui a permis d'améliorer la performance du score et à risque équivalent, voire un peu meilleur, augmenter le volume de production de 6% quand même, ce qui est beaucoup hein, quand on refond des scores. Atteindre ce genre d'augmentation de volume n'est pas toujours évident. Ensuite, on a également eu par exemple un travail. Et là, je vais revenir un petit peu aussi sur ce qui a été dit, hein, sur la définition de l'objectif, puisqu'on peut avoir des objectifs de nature assez différente aussi. Hein. On peut viser améliorer une performance opérationnelle, comme un taux d'acceptation, mettons, un taux d'encaissement. On peut améliorer l'expérience client, la satisfaction client, en améliorant, en réduisant un délai de traitement, par exemple, ou en améliorant la pertinence d'une réponse, d'une offre. On peut viser des objectifs plus financiers, comme un coût du risque, un taux de provisionnement. Voilà, donc c'est important je reviens, hein, c'est vraiment important de savoir ce qu'on veut faire. Et là, alors par exemple, le deuxième exemple dont je voulais parler, c'est un modèle de préacceptation. Et là, l'objectif, c'était de réduire les coûts de traitement des dossiers en utilisant des données Google Analytics pour faire un espèce de pré-filtrage et rejeter les dossiers qui, de toute façon, n'auraient pas été acceptés in fine. Donc, ça réduisait les coûts d'interrogation de fichiers de crédit et ça réduisait les coûts de traitement. Voilà, un modèle de recouvrement qui prédisait la probabilité de passage au contentieux sur un horizon de temps donné et en fonction d'optimiser du coup la stratégie de recouvrement. Bon, puis la fraude, c'était quelque chose d'assez classique, hein, de scorer les dossiers en fonction de leur risque de fraude. Donc voilà, donc 6 cas en production. On a aussi eu des projets hein, qui n'ont pas débouché. Donc un projet qui n'a pas débouché, justement, alors je rebondis sur ce que disait César, je pense, parce que les données nécessaires n'étaient pas de qualité suffisante. Le projet, c'était sur le marché de la moto, d'utiliser les caractéristiques du bien financé pour enrichir le score d'octroi. Bon, et ça n'a pas pu être fait puisque dans les bases, il y avait des informations sur les biens financés, mais qui n'étaient pas suffisamment propres, pas suffisamment bien structurées pour être exploitables. Et puis on a eu aussi un autre cas, donc là l'algorithme a pu être développé, il était très performant, c'était la prévention de la fraude. Je pense qu'il y avait un Gini supérieur à 90%, si je me souviens bien. Mais là, il y a plutôt eu un problème d'appropriation par les équipes de traitement de la fraude, de prévention de la fraude plutôt, puisque une fois qu'elles avaient donc les dossiers qui étaient en alerte, elles n'arrivaient pas à savoir pourquoi, quel était le problème, et du coup, qu'est-ce qu'il fallait vérifier pour valider ou pas l'alerte. Et donc ça renvoie un peu à la question de l'intelligibilité, de la lisibilité des résultats de ces algorithmes avancés, hein, puisqu'on passe dans les modèles classiques de 10 à 20 variables, mettons, à parfois plusieurs centaines de variables et avec et c'est pas du calcul, hein, comme vous le savez. Voilà. Donc difficile de comprendre parfois pourquoi ça sort ou pas en alerte, ou en rouge, ou en rejet.
Alors, vous évoquez la qualité des infrastructures, la qualité et la fiabilité de la donnée, mais aussi l'adoption de ces nouvelles solutions auprès des équipes. Qu'est-ce qui n'est pas à sous-estimer dans un tel projet? Je pense par exemple au niveau humain. Bah, moi, sur cette question d'appropriation par les équipes, moi, à nouveau, ça renvoie à ce qui a déjà été dit. C'est le travail en amont il y a un travail en amont qui est vraiment important. Et là, par exemple, si on reprend le cas du modèle de fraude, finalement, la réflexion sur comment on va se servir de ce modèle n'avait pas été suffisamment poussée pour identifier qu'à la fin, il y aurait ce point d'achoppement. C'est qu'on aurait un résultat. Voilà, on aurait un dossier qui a, je ne sais pas, 938 points, donc au-dessus d'un cut-off qui a été mis à 900, mettons. Une fois qu'on a dit ça, quelle est la suite? Mais voilà. Donc, il y a sûrement des solutions techniques d'ailleurs qui auraient pu être imaginées. Donc, le travail en amont donc bien définir l'objectif, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce modèle, mais également d'intégrer dès l'amont la façon dont on va se servir du modèle. Comment on va le rentrer dans un processus métier, parce qu'un modèle en soi, ça ne sert à rien. Hein. Ce qui sert, c'est un modèle qui est intégré à un processus métier. Et puis il y a également une autre dimension à intégrer dès l'amont, ce sont les contraintes de production, puisque, et ça a été mentionné par Xavier, je crois aussi, c'est qu'on a aussi constaté parfois qu'on avait, au moment de la mise en production, les données nécessaires n'étaient pas accessibles dans l'environnement de production. Donc c'est notamment pour toutes les applications qui sont un peu temps réel, entre guillemets. Les informatiques sont comme elles sont, voilà. Et il y a des données qui n'étaient pas disponibles comme il faut dans l'environnement de production. Donc le travail dès l'origine d'un projet, il faut vraiment bien réfléchir à la façon dont le modèle pourra s'intégrer à un processus de gestion et aussi tenir compte des éventuelles contraintes de production, de mise en production d'environnement informatique qu'on rencontrera inévitablement en bout de course. Très bien. Alors moi, j'ai retenu aussi que la dernière phase, la phase de scalabilité, d'industrialisation d'un tel projet, c'était aussi une phase assez sensible. Xavier, est-ce que vous identifiez, vous, un peu des bonnes pratiques, des prérequis ou des pièges à éviter, justement? Ouais. Alors, il y en a plein. Enfin, je vais juste en citer un. C'est ce qu'on appelle les zones noires. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un modèle de décision, aller à droite ou aller à gauche, en fait, vous allez apprendre sur des données. Et donc, quand vous allez le passer en production, sur certains profils de dossiers, ils vont systématiquement aller à droite et d'autres profils de dossiers vont systématiquement aller à gauche. Si bien que quand vous voulez réentraîner votre modèle, en fait, vous perdez l'information. Vous ne savez pas sur ceux qui sont allés à droite, vous ne savez pas ce qui se serait passé s'ils étaient allés à gauche et réciproquement. Donc, vous ne pouvez plus apprendre votre modèle. Donc, en fait, dès l'origine, il faut s'organiser pour éviter ces zones noires sur les données. Donc, ça, c'est typiquement un problème de passage en production. On a un joli modèle, on va dire on va le réentraîner régulièrement, et en fait, il dérive de lui-même parce qu'on perd l'information. Ça, c'est typiquement un problème de passage en production. Autre problème de passage en production bien classique, c'est à partir du moment où on passe en production, c'est qu'on va historiser ce qui se passe. Et en fait, historiser ce qui se passe, ça suppose aussi être capable de revenir en arrière dans le temps, dans les calculs, pour savoir ce qui se serait passé à telle date, ou à telle date, à telle date. Et souvent, on a des problèmes d'historisation. Donc, tout ça, c'est des problèmes de mise en production qui sont souvent assez complexes et qui sont très importants pour que le modèle résiste dans le temps. Et vous, César, justement, quand vos clients veulent monter en charge, est-ce qu'il y a des obstacles en particulier que vous identifiez? Bon, dans la problématique d'industrialisation au sens large, la vraie difficulté, c'est dans ce qu'on appelle la data engineering, qui est en lien avec ce que Xavier vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de la seule data science consistant à créer des algorithmes. Ce qui est essentiel, c'est la capacité de pouvoir les déployer. Et ça, c'est de l'ingénierie des données. Et ce sont des ressources malheureusement rares, coûteuses,
mais il ne faut pas hésiter d'investir sur ce type de profil, puisque c'est la réussite de l'entreprise qui en dépend. Il vaut mieux avoir un algorithme pas dans l'état de l'art, mais bien déployé, qu'un algorithme top qui est mal compris ou mal implémenté. Très bien. Et justement, Christophe, si on doit se pencher un peu sur le côté enseignement par rapport à la globalité du projet, quel enseignement vous tirez justement de ce que vous avez mené en termes d'intelligence artificielle? Le premier enseignement, donc je l'ai déjà évoqué précédemment, c'est ce que je disais sur le travail amont, sur un peu la vision, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, avec ce qui a été dit par ailleurs. Donc c'est un travail qui est clé pour la réussite d'un projet. Ensuite, peut-être le deuxième enseignement, alors peut-être s'enfoncer une porte ouverte, mais c'est le rôle clé du data management. Bon, nous, on a constaté que sur les projets, le travail sur les données, la préparation des données peut représenter jusqu'à 80% du temps projet. Tout à l'heure, j'ai donné des exemples. J'ai donné un exemple plutôt d'un projet qui n'avait pas pu aboutir en raison de problèmes de qualité de données. On a un autre projet qui a été très compliqué puisque les données étaient gérées par système, par application, donc un peu en silo. Et entre les différentes applications, il y avait une hétérogénéité dans les définitions, par exemple. Et donc la normalement information finalement était différente puisque la définition n'était pas. Alors de façon très concrète, c'était un projet de recouvrement. Les systèmes, ça peut être le recouvrement amiable, ça peut être le système de gestion du contentieux, ça peut être le système de surendettement, ça peut être le système de remarketing pour les clients ensuite qui repartent bien. Un exemple d'information qui n'était pas dont la définition n'était pas harmonisée, c'était tout simplement l'encours, le montant de la créance, puisqu'on peut imaginer des tas de façons de... voilà. Et donc voilà, et donc ça devient un vrai frein, voire un obstacle. Alors là, c'est un travail de longue haleine. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle dans ce domaine-là. Ça dépend bien sûr un peu de l'héritage en termes de SI, de la situation de départ. Et donc pour nous, les enseignements plutôt qu'on a pu tirer chez CSF, d'abord il faut vraiment s'organiser, mettre en place une gouvernance de la donnée, un cadre de gestion, un cadre un peu normatif pour définir les approches, les méthodes. Et puis après, il y a un travail de cartographie, d'explicitation des critères de qualité, de mesurer ces critères de qualité. Et puis, donc nous, chez SACEF, on avait défini des rôles dans les métiers de gestion de la donnée. En revanche, on ne les a peut-être pas suffisamment animés. Et donc de bien animer aussi cette fonction. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment quelque chose qui revient au métier. Ça, c'est pas l'informatique qui peut le faire, puisqu'on est vraiment sur des aspects un peu logiques ou fonctionnels des données. Et donc c'est vraiment au sein des métiers que ça doit être pris en charge. Christophe, justement, à ce sujet, ouais. C'est dur de communiquer les SI avec les métiers. Ça marchait comment justement pour cette conduite de projet? Je ne crois pas que ça soit... Je ne sais pas si c'est dur, mais il faut surtout s'assurer que c'est fait. C'est-à-dire qu'il faut éviter que chacun parte un peu de son côté. C'est-à-dire, bon, au début, on dit on va faire ci, on va faire ça. On cadre, mais de façon un peu générale. Et il faut vraiment maintenir tout au long du projet une proximité. Donc, c'est des équipes multifonctions et pour justement assurer à tout instant qu'on reste bien en phase
entre les métiers et les fonctions plus techniques. Alors, César, tout à l'heure, évoquait aussi la stabilité des outils, notamment, et des langages. C'est quelque chose qui a été aussi important chez vous? Alors, je pense que c'est un point d'attention. C'est un point d'attention surtout sur le registre, tout ce qui est infrastructure, outils. Bon, tout ça est encore très évolutif. Parfois, les data scientists ou les experts, y compris l'informatique, d'ailleurs, c'est pas que les data scientists, peuvent avoir toujours tendance à aller chercher la dernière version des produits. Alors là, le problème, et aussi ce que j'ajoute, c'est que dans certains cas, on est sur des logiciels qui sont en open source. Et donc, ça peut poser deux problèmes. D'abord, il y a une courbe d'expérience quand même pour les utilisateurs qui sont derrière. Donc là, je pense plutôt aux logiciels, par exemple, d'analyse, de visualisation, des choses comme ça, qui doivent parcourir une courbe d'expérience, et quand on leur change, à chaque fois, ils redémarrent de zéro. Donc il y a un effet, une perte d'expérience à chaque fois qu'on change. Et puis, il peut y avoir des questions de sécurité aussi, puisque avec l'open source, pour la stabilité des performances, ainsi de suite, il est important aussi de ne pas changer de façon trop fréquente et mal encadrée. Est-ce que vous, Xavier et César, vous aviez aussi les mêmes achoppements au niveau humain sur vos projets? Oui, il y a une dimension qui a été évoquée par Christophe qui me paraît essentielle comme enseignement, c'est l'importance de la conviction de la direction générale concernant la pertinence des investissements en matière de modélisation et data science. Puisque inévitablement, il y aura des modèles, et ça a été évoqué, qui ne fonctionnent pas, et ce n'est pas pour autant que la démarche est à jeter dans la poubelle. Je vous donne un exemple très concret concernant l'actualité de notre business. Il y a une question qui est très importante actuellement, c'est comment peut-on prévoir les encaissements futurs des débiteurs compte tenu de l'impact à venir de la crise Covid-19. Et il est clair que personne n'a la réponse scientifique à cette question. Or, si vous avez des modèles suffisamment robustes, vous pouvez importer l'adhésion de la direction générale, par exemple, pour acheter des portefeuilles dans des conditions de grande incertitude, comme sont celles du marché d'aujourd'hui. Donc, ce qui nous a permis, nous, chez Cabot, de rester actifs sur les marchés d'achat de créances, c'est précisément ce niveau de conviction, de sérénité, voilà, sur la qualité de nos modèles, qui nous permettent de faire des estimations qu'on considère suffisamment robustes, alors que l'essentiel de la crise est encore à venir. Oui. Je serais un petit peu plus mitigé, un petit peu moins optimiste que c'est César. Le but de l'échange. Un petit peu moins optimiste que César. Alors nous, on fait du machine learning, donc on apprend sur l'historique pour prévoir avec l'hypothèse que le futur ressemble au passé. Par définition, un choc comme celui qu'on vit aujourd'hui va faire qu'on va rentrer dans un monde qui ne va pas bien ressembler au passé. Ouais. Et donc, je pense qu'il vaut mieux avoir un modèle que pas du tout, parce que pas avoir de modèle, c'est conduire avec un pare-brise noir, un pare-brise noir. Avoir un modèle, dans ces conditions-là, ça revient un petit peu à conduire en marche arrière et à regarder dans le rétroviseur. On ne peut pas faire beaucoup mieux, mais je pense que prévoir le monde dans lequel on entre en utilisant les données de même il y a 2 ou 3 ans, à coup sûr, on ne va pas prévoir très très juste. Enfin, je n'y crois pas trop. Encore une fois, ça ne délégitime pas les modèles, puisqu'il faut bien en avoir pour piloter, mais je ne pense pas qu'on ait une baguette magique qui fera qu'on arrive à intégrer les conséquences du Covid dans les modèles actuels. Donc, pour l'instant, la question clé devient donc comment on fait avec le peu de données dont on dispose sur la crise pour essayer d'identifier au mieux les clients les plus vulnérables, essayer d'identifier au mieux la façon dont les courbes d'encaissement vont se déformer. Et c'est vrai, là, il y a une évolution des modèles passés qu'il faut faire opérer. Et c'est précisément la qualité de votre data science qui vous permet de
vous livrez à cet exercice de la façon la moins imparfaite possible, dans un contexte qui reste en effet très imparfait. Je pense qu'un des gros sujets, ça va être sur les courbes d'encaissement, par exemple. On va avoir a priori des décrochages, enfin on imagine en tout cas, et le vrai enjeu, ça va être d'utiliser la data science pour pouvoir détecter le plus vite possible les décrochages, donc avant qu'ils soient tellement énormes qu'on les constate dans le bilan, quoi, grosso modo. Quoi. Donc en fait, il y a tout un travail de signaux faibles et de regarder si on est dans des variations qui sont normales ou anormales par rapport à un historique. Je pense que ça, c'est la clé, plus que de compter sur des modèles qui, par définition, ont été entraînés sur le passé. Quoi. Et justement, les signaux faibles, concrètement, ça va être quoi aujourd'hui? Justement, enfin, je reviens sur le point clé, ça va être par exemple sur les courbes d'encaissement, on s'attend à un décrochage, c'est normal qu'il y ait des variations. Sur les courbes d'encaissement, c'est normal qu'il y ait des variations. Et la question, ça va être capable de détecter si cette variation est normale par rapport à ce qu'on a observé dans le passé, ou est-ce qu'elle sort des zones normales, ce qui veut dire qu'on est en cours de décrochement et qu'il faut suivre à la lettre, enfin suivre vraiment très très précisément ce qui est en train de se passer, et peut-être revoir dans un groupe comme Cabot les politiques d'achat à ce moment-là. D'accord. Et si on se projette encore plus loin, on va dire à 5, 10, 15 ans, si on veut être prospectif sur ce que sera l'IA en termes de recouvrement et de risque client, pour vous, quel sera l'avenir? Est-ce que ça va être plus de prédictabilité, plus d'expérience client? Est-ce que ça va être plus data science plus robuste? Ou est-ce qu'on va mettre le curseur, selon vous, dans les années à venir Sur les métiers du recouvrement à proprement parler, il y a sans doute une dimension où on va faire des progrès spectaculaires dans les années à venir, c'est dans ce qu'on appelle la self-care, c'est-à-dire la possibilité de permettre aux débiteurs eux-mêmes de faire des opérations relativement complexes sans avoir recours, n'est-ce pas, à une interaction avec quelqu'un dans une plateforme. Et là, ça nécessite en effet des moyens type chatbot sophistiqués, alimentés par de l'intelligence artificielle. Et c'est l'une des voies d'amélioration de la productivité, à mon avis, les plus importantes dans les années à venir. Donc l'expérience client qui automatise une partie des opérations. Ça permet de combiner d'ailleurs excellence dans l'expérience client pour peu que vous vous adressiez à des segments des clientèles qui souhaitent interagir avec vous de cette façon-là, parce qu'il y en a d'autres plus traditionnels qui préfèrent tout de même avoir quelqu'un au bout de fil, et avec donc l'excellence technique dans la modélisation, dans l'intelligence artificielle, dans le déploiement du chatbot. Très bien. Et vous, Xavier, si on est un peu prospectif? Alors moi, je vais un peu pas botter en touche, mais je vais un peu dériver le sujet sur l'octroi, parce que c'est une autre spécialité. Moi, ce que je pense qui peut arriver, je ne dis pas ce qui va arriver, mais je pense qu'il peut arriver, on va avoir une certaine pression du législateur sur justement l'explicabilité dont a parlé Christophe, mais également le fait d'être capable de prouver qu'on est non discriminant. On voit arriver ça aux États-Unis, par exemple. Pour vous faire comprendre un peu l'ampleur du problème quand vous faites du machine learning, je donne juste un exemple. Évidemment, dans l'octroi, on ne va pas discriminer si c'est un homme ou une femme qui demande. Pourtant, je peux vous assurer que c'est discriminant. Le risque n'est pas le même, c'est clair. Mais on ne va pas utiliser cette information parce qu'elle serait discriminante. Par contre, quand vous utilisez le contenu du panier pour savoir ce que les gens sont en train d'acheter, pour savoir si vous êtes capable de faire du crédit ou pas, et c'est très important ce que les gens sont en train d'acheter, c'est vraiment essentiel. C'est intime d'ailleurs. Ouais. Eh ben, exactement. En fait, vous apercevez que, évidemment, je suis capable de prévoir si c'est un homme ou une femme qui est en train de faire l'achat. Donc, en fait, je n'utilise pas l'information, mais elle est contenue dans l'information du panier. Donc, si le législateur me demande un moment de prouver que je suis non discriminant, je vais avoir quelques soucis. Voilà. Et donc, il va y avoir des gros problèmes sur ce genre de sujet. Clairement. Et puis, ce qu'on voit arriver, c'est forcément tout le process dont parlait César, les chatbots, donc tout ce qui est process du langage naturel qui va être important, à la fois pour le dialogue avec le débiteur dans le cadre du recouvrement, mais aussi, moi, je pense, pour récupérer des informations dans des données qui sont mal structurées, ce qu'on trouve souvent dans les données de recouvrement avec des notes, des annotations, etc. Et il y a de la donnée dedans et il faut la récupérer. Et je pense que le langage naturel peut ça, c'est l'avenir, hein, c'est pas pour tout de suite. Très bien. Christophe, je finis le tour de table justement sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Votre avis, si on doit se projeter dans l'avenir? Moi, je pense que probablement le thème le plus porteur, c'est l'amélioration du parcours client. Et ça, par ailleurs, pour les entreprises, hein, c'est quelque chose qui parle beaucoup.
Et je crois que ça passe, mais ça a été évoqué par Xavier, ça passe par l'exploitation du langage, la capacité à exploiter ce qu'on appelle le langage naturel, voix, texte. Et pour moi, donc, alors, ce sont des choses qu'on commence à faire, mais ça reste encore assez limité. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment pour les années qui viennent, c'est vraiment le domaine dans lequel il faudra travailler, investir pour être capable de... nous, on a des projets en cours, par exemple, pour exploiter c'est première étape, si on veut, mais exploiter simplement déjà les comptes rendus, les mémos que peuvent noter les chargés de recouvrement, donc faire du text mining, mais bien sûr aller beaucoup plus loin et être capable de... Alors, il y a des choses qui existent déjà, hein, il y a d'exploiter vraiment ce que disent les clients ou ce qu'ils écrivent pour en tirer une information utile à la résolution de leurs besoins, de leurs difficultés. C'est analyser le verbatim et finalement la voix du client. Y compris d'ailleurs en temps réel. Ça, c'est du coup, ce n'est plus de la science-fiction chez Cabot, et notamment dans nos opérations en Angleterre où on a la taille pour pouvoir investir sur ce genre d'outils, où on est capable de détecter en temps réel des situations de vulnérabilité potentielle lors des interactions entre un agent de recouvrement et son client, et son débiteur, pour pouvoir éventuellement intervenir si nécessaire. Et ça se fait en faisant appel, en effet, à ces techniques de la voix, du texte, qui sont très développées, mais qui vont se développer davantage et qui vont être, du coup, je crois, à la portée non seulement des grands leaders du métier comme Cabot, mais des acteurs d'une taille plus modeste à l'avenir. Une petite dernière question avant de finir cette table ronde. En temps réel, c'est combien de temps? Aujourd'hui, ça signifie quoi le temps réel dans ce que vous dites? En temps réel, ça veut dire instantanément. Donc, dans le cas pour vous, Xavier, c'est 300 millisecondes. 300 millisecondes. Pour une décision d'octroi complexe, relativement. Et puis, dans le cas que je viens de citer, c'est vraiment dans l'immédiat. On ne le mesure même pas tellement... la machine réagit, réagit à ce que vous êtes en train de dire, en fait. Très bien. Très bien. Juste pour vous donner une dimension, ouais, tout à fait, nous c'est 300 millisecondes pour 40 millions de transactions par an, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord. Voilà, donc ça donne une idée de la fiabilité qu'on doit délivrer. Un beau traitement du volume. Voilà. Et ce sera le mot de la fin en tout cas. Merci Xavier, merci Christophe pour votre expertise et votre avisée sur le sujet de l'IA et du recouvrement.